Bonjour, bienvenue à Marseille, au Mucem, pour les lundis d'après. Et les lundis d'après, pas n'importe lesquels, puisque ce sont aujourd'hui les lundis d'après Mézé, dans le cadre de l'exposition Le Grand Mézé, qui devrait ouvrir très bientôt. On ne sait pas encore quand, mais en tout cas, son ouverture est très attendue. Elle est prête à accueillir les visiteurs. Alors, le Grand Mézé, qu'est-ce que c'est? C'est autour de la diète méditerranéenne, une façon de manger plus végétale, plus locale, en tout cas dessinée dans les années 50 aux États-Unis. Le Grand Mézé, c'est aussi plusieurs plats autour d'une table, épicurien, le plaisir de bien manger et de redécouvrir son patrimoine alimentaire. Aujourd'hui, le principe de ce lundi, c'est évidemment un Grand Mézé avec un cuisinier. Aujourd'hui, Emmanuel Perrodin, bonjour. Bonjour Clémence. Vous êtes, on peut dire, déjà historien de profession, et historien de formation, oui. et cuisinier nomade. Oui, cuisinier nomade. Qu'est-ce que ça veut dire ça, cuisinier nomade? Eh bien, ça veut dire qu'on quitte les cadres traditionnels du restaurant et puis on essaye de nouvelles formes, j'essaye d'arpenter de nouveaux chemins. De permettre à la cuisine de montrer qu'elle est aussi, et peut-être avant tout, un langage, jamais en me prenant trop au sérieux, parce que ce qui est beau en fait dans la cuisine, c'est que ce grand écart permanent entre des choses qui sont extrêmement simples et qui doivent toujours le rester, et puis des choses qui sont bien plus compliquées, puisqu'on mange du temps, on mange de l'histoire, on mange du symbole, et c'est ce que j'essaye de montrer un tout petit peu à travers ce que je fais depuis 5 ans maintenant. Et d'ailleurs, vous aviez organisé les dîners insolites tout autour de Marseille. Alors j'y ai participé effectivement avec Provence Tourisme et les grandes tables de la Friche, et on a essayé justement de montrer comment une table pouvait vraiment raconter une histoire. Et s'inviter également dans un environnement, s'inviter dans une structure et une histoire complètement. Alors l'avantage de ces lundis après Mézé, c'est que notre cuisinier invité invite lui aussi. Et en l'occurrence, Emmanuel Perrodin, vous aviez envie de parler de quelque chose de très spécifique qui est... La brousse, notamment, et le pastoralisme. Et le pastoralisme. Et donc, vous avez invité... François Borel. Bonjour, François Borel. Bonjour. Donc, vous êtes berger, paysan, éleveur de chèvres du Rove. Donc, ce sont des chèvres bien particulières parce qu'on les connaît ici. Mais quand on sort un petit peu de toute cette région des Bouches-du-Rhône, enfin, du bassin méditerranéen, on ne connaît pas trop ces chèvres qui ont n'est-ce pas, les cornes torsadées en forme de volute, torsadées. C'est une race très spécifique du coin qu'on trouve, on dit depuis à peu près 2000 ans ici, avec ce produit qui est lié directement à cette race, à ce mode d'élevage, le pastoralisme, qui s'appelle la brousse du Rove. Alors justement, il y a différents types de brousses, la brousse en général, puis la brousse du Rove est très particulière. Déjà dans sa façon dans sa fabrication et puis ne dites pas c'est lié aussi à c'est lié aussi à la race, voilà. Il y a vraiment un lien avec la race. Donc la brousse du Rove. Alors déjà, pourquoi vous avez fait ce choix, Emmanuel? Parce que j'imagine que c'est pas la brousse n'est pas un fromage comme les autres et en l'occurrence pas la brousse du Rove. Pourquoi ce choix? Pour plein de raisons. La première, c'est parce que c'est le premier produit qui m'a permis vraiment de comprendre le territoire et de vraiment me sentir relié à lui. Je vis à Marseille depuis 17 ans et je considère qu'aujourd'hui la Provence et cette ville sont miennes, en tout cas que je lui appartiens. Mais je viens d'un milieu fermier et paysan. Mon frère est toujours producteur de lait à Comté. Et pour moi, le lait, c'est vraiment le véhicule presque naturel, en fait, de compréhension d'un territoire et d'un terroir. Et c'est cette brousse du Rove-là que j'ai découverte grâce à et chez André Guirand, qui est un éleveur au Rove. Enfin, il a passé l'exploitation à ses enfants très récemment, que j'ai commencé à tomber en amour devant ce fromage. J'ai choisi ça aussi pour une autre raison, c'est que ça nous permet en fait de parler aussi des rapports entre la ville et la campagne. La brousse du Rove, traditionnellement, elle était vendue à la criée presque, avec des marchands ambulants qui venaient du Rove ou d'ailleurs en fait pour la vendre dans leur petit panier en osier. Ce qui était intéressant aussi, c'était de voir toute la symbolique qui se cachait derrière la chèvre et le pastoralisme ou les brebis également. Parce qu'il y a une forme d'ambivalence finalement derrière tout ça, le pur, l'impur, l'espace du sacré finalement qui se cache derrière ça. Mmh. Et puis aussi le fait qu'elle ne soit pas forcément disponible maintenant. Je trouvais que c'était un joli... On parle beaucoup de saison, mais c'est aussi beau de parler des produits qui viennent ou des produits qui ont été. Et ça permettait justement de faire un clin d'œil aussi à qu'est-ce que c'est que la diète méditerranéenne et comment se fait-il que les produits lactés ne s'y trouvent pas. Et est-ce qu'il existe exactement une diète méditerranéenne? Alors ce qui est intéressant, c'est que Emmanuel a plusieurs fois parlé des Roves. Alors le Rove, où est-ce que c'est déjà? Est-ce que c'est un territoire? Est-ce que c'est une région délimitée? C'est d'abord un village. C'est d'abord le nom d'un village qui a donné le nom à cette race qui au départ
C'était un village de chevriers, donc au départ cette race-là s'est développée autour de ce village-là. C'est le nom aussi d'un domaine, puisqu'il y a des collines, la chaîne de la Nerte, ce sont des collines très arides et spécifiques, dans lesquelles les roves sont arrivés à se développer, à des conditions très arides et pour lesquelles il fallait un savoir-faire et une race très adaptée et très rustique. Et puis après, forcément, on retrouve un peu dans tout le département des Bouches-du-Rhône ce type de conditions d'élevage qui nous a permis après, plus tard, de faire une AOP qui regroupe un peu tous ces critères-là d'élevage, d'alimentation et de savoir-faire. Une très récente, l'AOP, appellation d'origine protégée. Récente, ouais. Elle date du printemps 2020, donc il n'y a même pas un an. Pour protéger justement cette race et un savoir-faire. Il y a différents enjeux, ouais. Il y a le savoir-faire, le silvopastoralisme, donc garder les bêtes et nourrir des bêtes dans des zones de collines ou de bois, ou en tout cas dans des zones non irriguées, puisqu'on peut aussi faire manger des prairies au sec, comme ça se fait traditionnellement depuis toujours. Il y a évidemment la race qui était en voie d'extinction, qui ne l'est plus, pas forcément grâce à l'AOP, mais grâce au travail d'éleveurs passionnés par la race et qui l'ont maintenue aussi bien dans des troupeaux de moutons transhumants, où il y avait depuis toujours quelques chèvres du Rove, donc spécifiques viande, que dans des troupeaux spécialisés dans le lait avec lesquels on faisait la brousse. Et puis après, ça protège aussi le mode d'élevage, et puis à travers tout ce savoir-faire-là, on participe à la prévention des incendies dans les forêts, donc il y a différents enjeux intéressants. En plus, il y a une culture gastronomique et traditionnelle aussi autour de tout ça. Et puis il y a surtout une réalité économique. C'est un produit qui permet aux éleveurs de gagner leur vie, et c'est quand même aussi le nerf de la guerre, c'est ce qui compte. C'est ça la base. Ouais. J'insiste un peu sur la localité de ce produit, parce que je pense que quand on est ne serait-ce qu'à Avignon, qui se trouve à combien de kilomètres d'ici? Ouais, 70-80 km. Voilà, je pense qu'on ne connaît pas la brousse du Rove, en l'occurrence, ce produit, qu'on ne l'a jamais goûté, qu'on ignore même qu'il a été vendu à un moment, vous le disiez tout à l'heure, Emmanuel, dans les rues à Marseille. On pouvait l'acheter comme ça, il était vendu à la criée. À la criée. Donc racontez-nous un peu. Mais oui, pour qu'on sache, parce que je pense que tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent n'ont jamais peut-être mis les pieds à Marseille, et en tout cas ne savent pas du tout, ont difficulté à imaginer ce que peut être ce fromage. Oui, alors déjà il est conique en fait, et donc aujourd'hui il est servi dans des petits cônes des petits cornets, oui. Et en plastique. Et on le trouve aujourd'hui sur les marchés, alors à Marseille au marché Sébastopol ou au marché du Cours Julien ou au marché du Prado. Et puis pendant très très longtemps en fait c'était vraiment en fait de la ferme jusqu'au citadin finalement. Les bergers ou des gens de leur famille venaient à la ville, ça leur donnait également l'occasion de venir à la ville et venaient les vendre à la criée justement, et en soufflant dans une corne. Pour la petite histoire, alors peut-être pas tous, ou en hurlant en hurlant le nom brousse du Rove. Alors je vais pas le dire en provençal parce que sinon c'est pas possible. Mais voilà, en fait, ça habillait aussi, c'est un habillage sonore en fait aussi. Il y avait aussi ça finalement dans ce souvenir parfois qu'on peut rencontrer pour ceux qui ont connu ce temps-là, ce souvenir de cette corne ou ce souvenir de ces vendeurs en fait à la criée en fait. Donc en fait, je peux peut-être rajouter, en fait, alors c'était quelquefois les éleveurs qui le faisaient, mais bien souvent, c'était des gens qui étaient payés un peu à la tâche et qui attendaient au bistrot que ça soit l'heure que les brousses soient faites, parce qu'il faut traire le matin. Une fois que la traite est faite, on fait chauffer le lait et puis après on transforme. Et sur le coup de 11h, c'était prêt, donc on allait chercher ces gars-là qui partaient en vélo, accompagnés en osier, tous les cornets, qui au tout départ étaient en osier tressé. Oui, c'est ça, en osier tressé. Après c'était en terre cuite. Après, enfin non, en fer étamé, je dis une bêtise, en fer étamé. Et puis ensuite en plastique. Ils partaient et en général les brousses étaient livrées entre midi et 2 là, directement en bas des immeubles, parce qu'on descendait avec une ficelle le panier avec les sous dedans, une assiette. Le gars démoulait les 2 ou 3 brousses, prenait les sous, et tous les jours c'était pareil. Et c'est tellement ancré dans la culture marseillaise, et comme vous le disiez tout à l'heure, typiquement marseillaise, qu'il y a encore une expression à Marseille qui dit, quand quelqu'un a fait la bringue le soir et qu'entre midi et 2, il se réveille un peu avec des petits yeux, on lui dit « Oh, toi, tu t'es levé à l'heure des brousses ». Donc c'est parce que c'était, techniquement, ça ne peut pas se faire autrement. Le temps que le lait chauffe et qu'il soit prêt, on livrait toujours entre midi et 2 les brousses.
Donc c'est cette histoire de brousse. François Borel, juste dans la fabrication et la confection de cette brousse, qu'est-ce qui fait sa particularité? Alors la particularité, c'est que la plupart des brousses, tout à l'heure on parlait de brousse de manière générale et de la brousse du Rove particulièrement, déjà il y a une particularité technique, enfin il y a deux particularités même. La première, c'est que la plupart des brousses que l'on trouve, le Bruccio, le Greuil, ce sont des brousses de recuite. C'est-à-dire qu'on a une première fabrication fromagère qui est faite et qui ne permet pas de... Alors ce sont souvent des pâtes pressées, des pâtes cuites, enfin on appelle ça des caillés présure, quelque chose qui coagule très vite. Caillé présure, d'accord. Voilà. Et puis lorsque la première fabrication a été faite, il reste de la matière fromageable dans le petit lait. En fait, ça ne permet pas de récupérer toute la matière fromageable. Donc là, à ce moment-là, on fait recuire, ça se fait beaucoup en Corse, hein. On fait recuire le petit lait, on y rajoute soit un peu de lait, soit un peu de présure, chaque technique est différente et on a un fromage de deuxième fabrication. Ça, ce sont 99% des fabrications de brousse qu'on peut trouver sur le marché ou dans les fermes de différents endroits. La brousse du Rove, c'est une brousse de lait, c'est un fromage à part entière qui est fait à partir du lait cru, qu'on fait chauffer. Et donc déjà, c'est fait directement avec du lait cru. Et ensuite, la deuxième particularité, c'est que c'est le seul fromage français qui est fait sans présure. C'est-à-dire qu'en fait, on n'utilise pas, comme la plupart des fromages, l'agent coagulant qui est la présure, qui est une partie qui est des enzymes qu'on récupère dans... Qu'on ajoute justement. Et qu'on ajoute, qui est un agent coagulant en fait, qui permet de transformer le lait liquide en lait solide en quelque sorte. Là, alors c'est très vraisemblablement lié à un accident de fabrication, en tout cas c'est ce qu'on dit, mais après il y a beaucoup d'histoires et de légendes autour de tous ces vieux produits-là. Mais c'est certainement... on rajoute du vinaigre d'alcool dans le lait, quelques gouttes. Il a fallu qu'on donne dans les moindres détails quelle était la proportion qu'on mettait, ce qu'on était tous incapables de faire. Pour l'AOP justement, pour définir très clairement. C'était très compliqué parce que ça se fait vraiment, il y a un savoir-faire, fait comme le font les cuisiniers, hein, il y a un savoir-faire, ils n'ont pas forcément, il y a une recette, mais eux le font avec leur savoir-faire et ressenti. Nous, les bergers, et bien souvent les bergères, ou en tout cas les compagnes, hein, ou les femmes, ce sont souvent elles qui sont en fromagerie, pas systématiquement, mais ça se fait, c'est quand même assez souvent comme ça. Elles ont cette espèce d'habitude qui fait qu'elles sentent quand on doit mettre le vinaigre, et surtout, elles ne mesurent jamais quelle quantité de vinaigre. Oui. Et puis, en fonction de la saison, de ce que mangent les bêtes, du stade de lactation, si on est près de la naissance des chevaux, donc début de lactation, pendant l'été où il fait très sec et très chaud, où le lait est très, très riche avec très peu d'eau, ou à l'automne où là il est très très gras, la quantité du vinaigre et la température à laquelle on met le vinaigre évoluent, et ça c'est difficile d'arriver à trouver... Ouais. Il a fallu faire des fourchettes, quoi. Et le sucre des figuiers, parce qu'on disait aussi qu'on pouvait brousser en fait avec le sucre. Il existe des présures végétales. Il y a des agents coagulants végétaux. Il y a d'ailleurs une plante qui s'appelle le gaillet, avec laquelle on peut faire coaguler les... Maintenant, il existe parce que il y a non pas des végétaliens, mais des végétariens qui demandent des fromages qui sont faits sans présure, puisque ça vient de la caillette, donc d'une partie d'un des estomacs d'un jeune ruminant nourri au lait, puisque c'est à ce moment-là qu'il produit cet agent coagulant. Donc les spécialistes des produits laitiers, enfin en tout cas les artisans ou industriels, ont mis au point des présures végétales qui sont faites à partir de différentes... Et entre autres, on le dit que le jus des figuiers, ça, je ne sais pas. Aide. Moi, je pense que le lait, c'est un produit animal et qu'il n'y a absolument pas... Enfin, en tout cas, parce que nous, on ne fait pas que des brousses. D'ailleurs, la plupart des éleveurs font des brousses et puis aussi des fromages lactiques assez traditionnels. Mais je ne sais pas si... moi, je n'ai pas eu la fin du processus de fabrication. Donc, il y a cet œil et cette habitude qui permet de savoir quand on verse cet alcool. Qu'est-ce qui se passe ? Alors en fait, l'acidité, la température du lait, parce qu'on le fait chauffer relativement haut, à 80 degrés, pas longtemps, il faut d'abord qu'il chauffe très haut et qu'il redescende. C'est au moment de la descente qu'on rajoute le vinaigre. Si on met le vinaigre au moment où le lait est en train de monter, ça va faire quelque chose de très plâtreux, ça va pas être... Parce que ce qui est particulier à la brousse, c'est la consistance aussi. En fait, il y a on appelle ça un floconnage. C'est pas vraiment une coagulation. Il y a la matière... fromageable du lait se sépare du petit lait, de l'eau en quelque sorte, et on a des flocons qui remontent par le fond, et c'est assez immédiat. En fait, ça fait penser un peu, lorsqu'on bat de la crème et qu'on fait du beurre, rien ne se passe, et puis d'un coup, paf, la matière grasse se sépare, et c'est assez rapide finalement. Le processus avant est long, mais après, là c'est pareil, la brousse, ça va très très vite. Alors si par malheur, on n'est pas assez patient et qu'on
on a l'impression que ça ne vient pas assez vite, on rajoute du vinaigre pour essayer en se disant je vais la rater, et ça arrive quelquefois. À ce moment-là, on a quelque chose de très acide qui ne va pas, donc c'est vraiment très subtil. La recette elle-même se trouve assez facilement et a priori ça ne semble pas très compliqué, mais faire de bonnes brousses, c'est pas facile. Il faut en faire beaucoup, quoi. C'est un vrai savoir-faire. D'ailleurs, c'est un patrimoine aussi que vous cherchez à conserver en perpétuant la race, en perpétuant la fabrication de cette brousse. C'est sûr. Après, où est la frontière? Enfin, quand je me suis engagé, moi, alors non pas dans... Ça fait 25 ans que je suis installé, donc à la limite, on n'avait même pas besoin de l'AOP pour... Ça fonctionnait, quoi qu'il en soit, la demande était là. Mais en tout cas, quand on s'est engagé dans cette démarche de qualité pour préserver la race et installer d'autres, le but du jeu, c'est d'installer du monde aussi, il a fallu essayer d'oublier la partie patrimoine historique, folklore quelquefois, pour essayer d'être dans la réalité du terrain, dans la réalité du métier. Dans le pragmatique et le concret. Dans le pragmatique, et puis aussi, en fait, l'idée, c'était aussi un peu que les bergers puissent continuer à vivre de ce métier-là sans que, avant en tout cas, que l'industrie ou que des artisans s'accaparent et récupèrent ce produit, et comme souvent au détriment du producteur de base. Donc l'idée, c'était vraiment qu'on puisse maîtriser ça encore, nous. Je vous propose en tout cas d'aller vous retrouver chez vous, à la Jacourelle, où les équipes du MUSEM se sont rendues pour un portrait, mais alors pour cette fois, on va les découvrir, vos chèvres. Voilà. On est à la ferme de la Jacourelle ici, à la Roque d'Enterron, dans les collines entre la Roque d'Enterron et l'Ambesque en fait. Parce que c'est une ferme d'élevage de chèvres du Rove en système sylvopastoral, c'est-à-dire qu'elles sont dans des zones boisées en collines. Et elles pâturent tout au long de l'année toute la surface de la ferme. On travaille à peu près sur 200 hectares, un peu moins, entre 150 et 200 hectares selon les saisons, selon la pluviométrie, selon le soleil, selon... Voilà, toutes nos terres sont en bio. On est en autonomie alimentaire, ce qui est un peu particulier et pas encore très courant, même si beaucoup cherchent cette autonomie-là, maintenant de plus en plus. Donc on produit nos foins, on produit les céréales dont ont besoin les chèvres, une partie de nos semences et puis tous nos composts pour alimenter nos terres. Les bêtes, on en voit quelques-unes derrière, elles sont prêtes à partir là. Elles partent tous les jours, donc pâturer soit au printemps et à l'automne les prairies. Lorsqu'il a plu suffisamment, on dépend complètement des conditions météo. Ou alors les collines, comme c'est le cas en ce moment, puisqu'on est en période de tarissement laitier et que l'hiver, on suit les saisons et on suit complètement la nature puisqu'on est complètement dépendant d'elle. Dans notre cahier des charges de l'AOP Brousse du Rove, on est tenu de faire manger au moins 80% de l'alimentation à l'extérieur, en zone boisée, en tout cas de coteaux, et sans irrigation. Donc on est complètement lié aux conditions météo et à la nature qui nous entoure. Et mon gros bien. Voilà. Le label bio, c'est devenu comme une évidence. Parce que déjà, on n'a pas grand-chose à changer dans nos systèmes. Par nature, on est très peu utilisateur de produits chimiques. Et puis, on n'a pas besoin non plus d'acheter beaucoup de choses, puisque la plupart de l'alimentation est trouvée là, autour de la ferme, sur la ferme en tout cas. Après, de façon collective, on s'était dit que c'était quand même important de pouvoir protéger ce travail-là, même si maintenant l'agroécologie est devenue, c'est malheureux à dire, mais presque un peu à la mode, puisque c'est un terme qui est même galvaudé, qu'on entend de partout et qui correspond de moins en moins à quelque chose, enfin en tout cas qui permet de faire une belle image. On entend parler là de quelque chose de soi-disant extraordinaire qui s'appelle les exploitations labellisées en haute valeur environnementale, ce qui est en fait une espèce de jolie peinture verte qu'on met sur des exploitations conventionnelles. Et donc il fallait quand même qu'on essaie de préserver cette manière de faire ancestrale avec cette race-là qui existe depuis 2000 ans dans notre région. Et donc le fromage qui est directement lié à ces pratiques-là et à la race. On a décidé, un tout petit groupe là, de groupe de producteurs, de 7 un peu irréductibles, d'écrire un cahier des charges très restrictif parce qu'on voulait que ça reste dans ces conditions-là et non seulement ce sont des pratiques vertueuses, mais en plus c'est dans ces conditions-là qu'on arrive à gagner notre vie correctement et qu'on
aimerait pouvoir développer la chose et que d'autres s'installent dans ces mêmes conditions. Un berger qui est présent dans la colline, c'est aussi une surveillance accrue, puisque un berger ne fait pas de bruit, mais il entend tout, il voit tout. Donc ça peut être une aide aux pompiers, aux vigies et dans les périodes un peu critiques. Et puis tout notre travail d'entretien des chemins, de remise en culture des terres. En l'occurrence ici, on a aussi en plus des céréales et du foin qu'on produit, on a aussi des oliviers, donc ça fait des coupe-feux. Donc l'activité agricole de manière générale et l'activité pastorale, pour ce qui nous concerne, a été définie et décrite de façon très stricte et très précise dans un cahier des charges AOP. On a mis 12 ans pour l'obtenir. Et maintenant, l'idée, c'est d'installer vraiment de monde et puis de développer tout ça et de faire en sorte que l'offre soit un peu plus importante, parce que là, bien sûr, A7, c'est la plus petite AOP fromagère d'Europe. Ah, il y en a une qui s'est coincée. Oui, il y en a une qui boite là. Elle s'est coincée, un bout de bois, dans les ergots. Ça arrive souvent, ça. Donc ça a frotté entre les deux, ça lui a fait une inflammation qui va passer. Hein, mais... Allez, allez. François Borel, donc sur son exploitation de la Jacorelle. Est-ce qu'on peut parler d'exploitation? Oui, mais pas vraiment. À angle large. Après, est-ce qu'on est là pour exploiter les bêtes, les animaux, les végétaux et la nature qui nous entoure? On n'est pas des exploiteurs en tout cas, enfin, on essaie de ne pas l'être. Non, en tout cas vous êtes un berger bien intégré dans votre paysage et là où vous vivez, et en rappelant toujours les vertus de ce pastoralisme. Alors c'est très intéressant parce qu'on apprend plein de choses dans ce petit reportage, notamment l'essentiel c'est de pouvoir partir et sortir en pâture tous les jours, un certain nombre d'heures, et également presque tout produire en fait, être autosuffisant sur son exploitation, j'ai envie de dire. Ça fait partie aussi du pastoralisme? Alors il me semble, dans nos conditions à nous, c'est relativement simple parce que c'est une race très très rustique qui se contente de peu. Il faut malgré tout, c'est pas parce qu'elle est rustique qu'il ne faut pas la soigner, pas s'en occuper correctement. Mais certains éleveurs du groupe là, ou d'autres en tout cas avec des races rustiques, arrivent à se passer complètement de complémentation. Ce qu'on appelle, c'est pas un très joli mot, mais de complémentation. Alors là, alors on produit peu ou moins en tout cas, mais avec quasiment pas de charge. Donc là, l'autonomie alimentaire, elle peut se trouver dans des systèmes comme ça, on peut trouver l'autonomie alimentaire sans aucun achat. Après, dans mon cas, à moi, c'est un peu différent parce que moi, nous, on a des terres labourables aussi dans tout le fond du Vallon. Là, on a réhabilité toute cette ferme lorsqu'on s'est installé quand on avait, avec ma femme, 25 ans à peu près. Et enfin, il y a 25 ans d'ailleurs. Et on avait le fait d'avoir ces terres-là, ça nous a permis de produire un peu de compléments et d'être aussi là en autonomie alimentaire, mais avec des frais qui sont différents, mais une production, pour le coup, puisqu'il y a une complémentation, avec une production un peu meilleure. Mais en tout cas, c'est bien souvent, c'est de plus en plus en bio, mais pas que, le but un peu recherché par les éleveurs. Parce que tous ces intrants, tous ces aliments qui viennent le soja, qui ont traversé la planète, on essaye maintenant de plus en plus, pas forcément, tout le monde n'a pas des idées écolo, et il n'y a pas forcément de l'éthique, c'est souvent une question d'argent. Enfin, pas que, il ne faut pas non plus dresser un tableau trop noir. Mais voilà, il est possible de le faire, nous en tout cas on le prouve, et beaucoup d'éleveurs cherchent à le faire. Puis c'est aussi... Nous, en tout cas, qui transformons et commercialisons nous-mêmes tous nos produits, ça permet aussi de revendiquer le produit, puis de maîtriser la chose du début à la fin. C'est valorisant, quoi. C'est agréable. Moi, en tout cas, c'est ce qui me plaît. Moi, je ne suis pas que berger, d'ailleurs, et je ne suis pas berger tout court. Il ne faut pas... Enfin, si je peux me permettre... Paysan. Je suis éleveur et paysan. Éleveur et paysan. Il y a des bergers qui ne font que ça, c'est les bergers salariés, qui, eux, sont payés pour garder, ce qu'on trouve souvent en montagne, mais aussi dans nos fermes à nous. Des troupeaux sédentaires avec un berger salarié. Et nous travaillons la plupart du temps avec des clôtures. Moi, je garde peu mes bêtes, je les sors et je les rentre, mais je suis peu de temps avec eux. Il y a différents systèmes qui existent. D'accord, c'est ce qui distingue. Une question, les bergers ne sont que salariés? Non, non, les bergers ne sont pas que salariés. Quelquefois, il y a certains éleveurs qui sont les bergers de leur propre troupeau. C'est souvent comme ça. D'ailleurs, dans le groupe là, de l'AOP, Gouéran, dont on parlait tout à l'heure, et d'autres copains, Luc Falco, Eric Prioré, c'est un copain qui est à Septembre, lui, il a des bergers salariés.
2 bergers, je crois. Et lui, il s'occupe de la transformation fromagère et de gérer la vente aussi, la ferme. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que dans notre cas, nous, alors ça se fait depuis toujours comme ça, en Provence globalement, mais dans les Bouches-du-Rhône particulièrement, on est tous par la force des choses producteurs de lait. Alors après, très peu produisent aussi, ont des productions végétales. Bon, c'est notre cas, mais on n'est pas nombreux à le faire. Mais producteurs de lait, transformateurs fromagers, affineurs lorsqu'on fait des fromages, alors c'est pas le cas de la brousse, ça s'affine pas, et commerçants. Donc difficile d'être en plus 5 à 6 heures ou 7 heures par jour dehors. Il faut des salariés qui le font. C'est pour ça que je précisais paysan dans toute la noblesse que revêt ce terme, à savoir on a multicasquette. C'est ça. Qu'est-ce qui vous séduit justement, vous, Emmanuel? Est-ce que vous avez pu constater l'impact et la présence de ce pastoralisme quand vous vous baladez ici, autour? Parce qu'il est très, très, très intrinsèquement lié à la Méditerranée, ce pastoralisme. Oui, il est profondément lié à la Méditerranée, ça c'est certain. Alors, est-ce que moi je le vois effectivement quand je vais me promener dans les collines, mais pour l'instant effectivement les troupeaux sont finalement, même si ça grandissent un tout petit peu, ils sont quand même encore assez peu nombreux autour de la ville. Malgré tout, enfin, le pastoralisme a une vraie force, une vraie présence depuis des siècles en fait sur le territoire, depuis le néolithique. Hein. Oui. C'est clairement sourcé à travers tout le bassin méditerranéen. Et c'est une des choses qui est extrêmement intéressante avec cette question-là, justement. Et justement, on va s'intéresser au rapport entre le sauvage et la ville avec Gilles Fumet. Il est enseignant-chercheur en géographie culturelle et auteur de cet atlas, qui est l'atlas de l'alimentation. Pourquoi ce rejet de la Grèce hors du monde civilisé? C'est parce que le nombril du monde, c'est la ville. Et que c'est donc à partir d'un regard urbain que le monde prend sens. Voilà pour l'orientation fondamentale depuis des millénaires, qui a poussé donc des paysans misérables, exploités, asservis, à fuir la terre ingrate vers la ville. Et donc, c'est important de savoir que les pouvoirs en Méditerranée viennent des villes, et donc elles tiennent des campagnes sous tutelle, voilà, et repoussant en quelque sorte ceux qui ne veulent pas se conforter à la civilisation urbaine dans cet espace libre. Voilà. Alors, avant la révolution culturelle, les limites techniques, notamment celle du transport, ne permettaient pas de dépasser une certaine taille. Au fond, l'exploitation, elle restait familiale ou éventuellement clanique. Et ben, la modernité a tout changé, évidemment, et notamment les transports, la technique, les transports ont tout changé. Et la bascule, à mon avis, a eu lieu pendant les 30 Glorieuses, c'est-à-dire donc ce qui a vraiment contribué à vider les campagnes et donc rendre encore plus, entre guillemets, solitaires, sauvages, les gens qui pratiquaient l'élevage extensif, c'est la mécanisation. La mécanisation a libéré des bras, a poussé encore davantage vers l'urbanisation au moment où le tourisme démarrait et a permis de récupérer ses bras. Et donc, du coup, ce pastoralisme, en quelque sorte, il est véritablement devenu une relique. Voilà. Et il a été confiné aux parties les plus hautes, les plus reculées de la Méditerranée. Voilà. Et donc les montagnes essentiellement, où justement les transports vont pas beaucoup, où le tourisme est limité parce qu'il n'y a pas de neige ou peu, où l'agriculture est difficile parce que les terres sont ingrates et parce qu'il n'y a pas le travail du champ n'existe pas ou pas beaucoup. Voilà. C'est un peu cette idée. Et effectivement, aujourd'hui, on peut être triste du fait que ces campagnes seraient réduites à sauvegarder des races, notamment des races animales, mais je crois que dans le contexte actuel où de recul de la biodiversité, d'abord, je trouve que c'est une belle tâche, en quelque sorte, pour ces bergers. Et puis ensuite, c'est quelque chose qui peut, je ne dirais pas entrer dans la sphère marchande, c'est pas ça, mais qui peut rendre un peu de noblesse, voilà, à ces régions qui ont été particulièrement
méprisés par la ville qui les a repoussés. Voilà. C'est un peu ça, cette idée. Tu vois. Le pastoralisme, un peu le dernier bastion contre le tout industriel. C'est un peu un raccourci, là, non? Ouais, c'est un peu... Je sais pas si on peut dire ça. C'est toujours une réalité technique, économique, il n'y a pas le choix, on est quand même très nombreux. Si vous mangez de l'agneau, des fromages, c'est qu'il y a des gens derrière qui font vivre ces bêtes. C'est vrai que selon les régions, il y a une grande partie de l'élevage qui se fait en bâtiment et en système hors sol. Autour de la Méditerranée, c'est beaucoup moins vrai. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Bruxelles a du mal dans la PAC. Oui. À reconnaître l'activité pastorale, puisque c'est vraiment cantonné au bord de la Méditerranée, hein. Italie, Espagne, voilà, et la Provence et l'Occitanie. Mais c'est aussi une réalité, ça n'a pas disparu, c'est grâce à ça que les milieux restent ouverts en montagne, c'est grâce à ça qu'on peut y faire des randos, du VTT, parce que s'il n'y avait pas les bergers pour entretenir ces milieux-là, ça serait complètement refermé. C'est aussi source de conflit, parce que le monsieur parlait de lieux où il y avait peu d'activités. Maintenant, il y a de plus en plus d'activités de loisirs sur nos zones de travail, puisqu'on est les seuls souvent à travailler dans ces milieux-là. Et on est de plus en plus confrontés à des activités de loisirs qui ne sont pas toujours compatibles. Enfin, en tout cas, c'est quelques sources de conflit et aussi de partage. Il n'y a pas que du négatif, mais c'est pas si simple que ça. De se retrouver au milieu des motos, des quads, des VTT, des chasseurs. C'est une cohabitation en fait qu'il faut chercher, qu'il faut trouver. Gérer, ouais. Alors que vous l'avez dit quand on s'est parlé pour préparer ce rendez-vous, il n'y a pas de concurrence en réalité entre votre activité et celle qu'on peut trouver, y compris que ce soit du tourisme ou d'autres activités. Non, parce qu'il y a... Enfin, je n'ai pas l'impression, moi, il faut arriver à se respecter les uns les autres et avant tout, avoir conscience lorsqu'on fait je suis le premier, moi, à faire du VTT quand je peux, quand on prend quelques jours de vacances, ou de la rando, ou de la montagne, moi, c'est mon truc. Il faut avoir conscience il faut apprendre aux gens que ce sont des lieux de travail, les zones pastorales, et que la plupart des zones de montagne ou de collines, quelquefois, alors collines évidemment, comme il le disait, à proximité des villes, on a moins d'activités pastorales que dans les montagnes, ça c'est sûr. Encore que potentiellement, il y a un sacré potentiel. Hein. Il suffirait, on fait tout pour installer du monde et pour que ça soit de nouveau des zones entretenues par les troupeaux. Mais on peut tout à fait coexister. Il faut que les gens réapprennent que ce sont des zones de travail et on peut avoir des loisirs sans perturber l'activité professionnelle, parce qu'il y a des activités professionnelles absolument partout. La ville est le principal frein justement à l'installation peut-être de nouveaux chevriers. Est-ce que ce ne serait pas justement cette ville qui grappille sur la colline? Ça, c'est évident qu'il y a de plus en plus de zones agricoles. Alors, d'abord, longtemps, des zones agricoles, et toujours d'ailleurs, de plaine, irriguées, parce que c'est plat et que c'est facile d'y faire des zones, des AC ou des zones industrielles dans ces zones-là. Donc, ça a été le plus flagrant parce que c'était le poumon vert, les ceintures vertes, on appelle ça, des villes, qui permettaient d'alimenter en fruits et en légumes le cœur des villes. Et puis maintenant, on commence à avoir un tas de constructions qui se font ou d'artificialisation de terre aussi dans les zones pastorales et dans les zones boisées. Par exemple aussi, quelquefois, puisque ce sont des zones en principe de non-activité agricole, ça veut bien dire à quel point on méprise le pastoralisme. Quelquefois, on propose de faire des hectares de zones avec des panneaux photovoltaïques sous lesquels, soi-disant, il peut y avoir du pastoralisme. C'est pas vrai. Quand il n'y a plus de soleil et quand il n'y a plus de flotte qui tombe sur la végétation, elle meurt. Hein. Donc on ne peut plus faire manger. Sous les panneaux solaires, on ne fait rien manger. Donc ça prouve bien que nous, on est les derniers on n'a pas beaucoup d'intérêt pour tous ces gens-là. Il faut se battre, hein. On le fait et on résiste. Comme vous faites. Après, on a quelquefois aussi des difficultés avec des choses. Enfin, je pense que les gens n'ont pas conscience, c'est peut-être très étonnant, mais dans le code forestier, très vraisemblablement, à la suite de tout cet élan de néo-ruraux après 68 qui sont retournés à la campagne, il y a eu des phénomènes assez importants de surpâturage, en tout cas de pseudo-éleveurs qui se sont installés sans trop connaître le métier, sans avoir les bases, c'est un métier technique,
et qui ont fait des dégâts, qui ont dégradé les milieux naturels. Donc il y a eu comme ça, dans le code forestier, une loi qui est sortie pour interdire à certains moments, à certaines périodes, enfin, dans des cadres un peu, enfin, quelque chose d'un peu encadré, les ânes et les chèvres, parce qu'elles faisaient des dégâts sur les arbres, sur les végétaux, ce qui est vrai quand c'est mal géré. Alors que la manière dont vos chèvres pâturent, c'est très très réglementé aussi. On a une hauteur maximale, on a une quantité maximale de végétation. Ah ben, de toute façon, c'est vite fait. Si on va au-delà de 30% de la végétation consommée, il n'y a pas de renouvellement d'une année à l'autre de la végétation dont on a besoin et qui nous permet de produire et de gagner notre vie. Si on va au-delà pendant 4 ou 5 ans, eh bien, on se retrouve avec pas assez. Enfin, en tout cas, on couvrira à peine peut-être les besoins d'entretien des bêtes, mais les besoins de production ne seront pas couverts. Donc ça sera vite terminé. Donc il y a une gestion. Un parcours, ça se gère, puisque c'est la base de notre alimentation. Si on ne gère pas ça correctement, il y a des quartiers, on appelle ça les quartiers d'hiver, les quartiers d'été, les périodes où on va plus en crête parce que il fait chaud et qu'on a besoin de courant d'air, du Mistral et d'autres. L'été, c'est pénible chez nous. Donc tout ça, ça se gère et ça ne se fait pas au hasard. Ouais, ce qui permet aussi, d'où les sauts de feu, les protections contre l'incendie, sans oublier que vous êtes les oreilles des collines. Ouais. Donc quand il se passe quelque chose, vous êtes là pour l'entendre. Et puis de préserver la ressource. Bien le but sûr. du jeu, c'est de trouver à manger régulièrement pour nos bêtes et de façon intelligente. Donc tout ça. Donc, pour finir avec cette histoire de code forestier, il y a encore quelques techniciens d'ONF qui pensent que cet article du code forestier est toujours d'actualité, qui interdisent, qui refusent strictement les installations de chevriers à certains endroits ayant peur. Alors il y a eu quelques mauvais exemples encore récemment d'éleveurs pas très sérieux, mais il faut ramer un peu quand même pour installer du monde. On y arrive, mais ça va tout doucement. Est-ce que vous pensez que votre activité est représentative d'une identité méditerranéenne? Très certainement, oui. Enfin, le sylvopastoralisme est représenté. Pas forcément l'alimentation extérieure des troupeaux, parce que ce soit en Normandie, que ce soit dans le Jura, que ce soit, on a toujours sorti des bêtes hors période hivernale ou dans certains coins il y a de la neige. On a toujours sorti, même si à cause de l'industrialisation de l'agriculture, on a tout un tas de régions, dans les Deux-Sèvres par exemple, qui est la première région française de production de lait de chèvre, on n'a pas une chèvre d'or. Il y a 2% des chèvres qui sont à l'extérieur, c'est tout dans des grands bâtiments ventilés, avec des brosses mécaniques pour qu'elles puissent se frotter le dos pour un peu se changer les idées. C'est complètement fou, on en est là. C'est ça. Mais nous ici, ici autour de la Méditerranée, on a toujours fait manger les zones boisées. Donc je pense que c'est quand même très méditerranéen. Et ça, si vous prenez simplement le TGV Paris-Marseille, Marseille-Paris, vous vous rendrez compte, en observant un peu le bord, qu'on voit souvent, pour les bêtes qui sortent encore, des bêtes dans les prés, avec des zones boisées un peu partout qui sont clôturées pour pas que les bêtes y aillent. Il y a une ressource là. Et il y a tout un tas de... Il y a eu des grosses périodes de sécheresse dans des endroits où c'est assez inhabituel, en France ces dernières années. Et très peu d'éleveurs ont essayé de mettre les bêtes dans ces bois-là, dans lesquels il y a de l'ombre, où il y a encore de la fraîcheur et de l'humidité, il y a de la ressource. La plupart des... Je pense qu'au bord de la Méditerranée, on a encore la seule région de France, depuis les Alpes, juste toute l'Occitanie, jusqu'aux Pyrénées, où on a conscience que la forêt est une ressource alimentaire. Ouais. Emmanuel Perraudin, si on parle du lait, si on parle de pastoralisme, la notion de pouvoir, elle est où là-dedans? La notion de pouvoir, en fait. Ouais, parce qu'elle est sous-jacente? Oui, elle est sous-jacente. Déjà, la notion d'identité, en fait. Bien souvent, on a affirmé que le lait n'était pas d'une tradition méditerranéenne. Il a été perçu comme le produit, ou en tout cas, produit consommé par des barbares, les Germains, les Gaulois, mais certainement pas les Romains et les Grecs, à l'opposé de toute réalité historique. On trouve des recettes de fromage dans Homère, et puis Pline l'Ancien, Columel, évidemment, donne des recettes de fromage. Et puis il y a aussi cette histoire de pouvoir qui serait un des sens cachés de l'étymologie du mot César, parce que, alors, si jamais on regarde un dictionnaire d'étymologie, on s'aperçoit que l'étymologie probable est celle de couper, celui qui sait trancher, qui coupe et qui sait décider. En fait, probablement pas, ou en tout cas pas que.
il y a de fortes chances en fait que celui en fait qui sera un jour César en fait est le lointain descendant de celui qui maîtrisait la caséine et qui allait de bergerie en bergerie pour transformer le lait en fromage. Il y a quelque chose d'important autour de ce lait-là. C'est pas rien. Et alors c'est très très étrange en fait finalement de le voir presque quasiment pas présent dans le régime méditerranéen officiellement en tout cas tel que il a pu être édicté dans les années 50 en fait, mais bon, en étant très très court en fait, c'est juste une photographie en fait de Corfou et de la Crète dans les années 50, d'une société encore extrêmement rurale, qui n'était pas encore urbanisée. Quand on regarde les études qui ont été faites par la suite sur justement ce régime méditerranéen, cette photographie-là, elle relevait probablement plus d'une réalité fantasmée que de quelque chose de réel qui s'est établi au fil des siècles. Le lait, pour le coup, et le travail du berger, aussi bien pour la viande, justement que pour le lait, en fait, est présent dans toutes les cultures, en tout cas méditerranéennes, depuis l'Antiquité, au-delà de ça. En tout cas, il y a une sorte pour certaines civilisations. Oui. Si on va complètement dans le nord, donc à l'opposé de la Méditerranée, je pense notamment aux Samoa quand on est en Finlande ou en Suède, ce sont des peuples dont l'identité est faite parce qu'ils sont nomades et parce qu'il y a de la pastoralité dans leur activité. Idem en Turquie. Oui. Est-ce que cette notion-là, elle est importante? Vous pensez que c'est important de la préserver aussi? Ou alors là, on tire des grandes lignes? Je ne sais pas répondre à ça. Et puis en plus, non seulement je ne sais pas quelle est la réponse, mais en plus je peux peut-être, je vais essayer de répondre quand même, bien sûr, mais je reviens sur ce qu'a dit Emmanuel juste avant. Ça me fait penser à une discussion que j'avais eue avec Hervé Mons, fromager bien connu, qui était un super bon copain. On est très copains depuis très longtemps. Et il avait dit un truc très juste, en discutant là, plus on va dans des zones, un peu comme le Jura, donc d'altitude de montagne, où il plutôt froid, et on a, contrairement au bord de Méditerranée, on a moins besoin de se réhydrater régulièrement. Plus on trouve des fromages à affinage long et qui sèchent, plus on est dans des coins... et alors, en plus, les spécificités climatiques permettent un affinage long. Et plus on est au bord de Méditerranée, dans des coins secs, plus on a des fromages qui sont frais, qu'on consomme frais. Le lait fermenté dans le Maghreb, la brousse ici autour, le banon qu'on pliait dans les feuilles pour surtout pas qu'il sèche. C'est pas pour faire joli, c'est pas pour donner du goût, c'est pour pas qu'il sèche. Et plus les affinages sont courts aussi, parce que les conditions ne permettent pas non plus un affinage long. Donc il y a une tradition fromagère, mais qui est peut-être moins... C'est un métier, le métier d'affineur. Il y a la fromager, puis il y a l'affineur derrière. Et donc le travail qu'on fait nous techniquement sur nos fromages ici au bord de Méditerranée, il est beaucoup plus court puisqu'on a des affinages courts et qu'on les consomme traditionnellement plutôt pas secs. D'ailleurs, lorsqu'on trouve des petits fromages de chèvre très secs, bleus, ça fait quelques années qu'on en trouve en Provence, ça fait peut-être 30 ans ou 40 ans, j'en sais rien, mais ça c'était vraiment typique des Cévennes, du Picodon ou quoi, mais pas ici au bord de mer. On ne faisait jamais sécher les fromages comme ça, ou rarement. En Camargue un peu, il y a Mistral qui donne une recette comme ça, une recette meilleure que le fromage de ceux de Roquefort, qui dit, en fait, dans les feuilles de châtaignier. On demande à goûter alors. Alors après, je ne sais pas répondre précisément, de savoir si le pastoralisme... Je vous propose peut-être d'aller en Tunisie. Parce qu'il y a Sonia Hamzaoui, qui est chargée de collection de recherche à l'INP, l'Institut national du patrimoine en Tunisie, et membre du commissariat scientifique de l'exposition Le Grand Mézé, et qui nous rappelle justement ce lien entre le lait et le pays. En Tunisie, le pastoralisme est une activité agricole très ancienne qui occupe encore aujourd'hui une place importante dans notre économie. En 2011, la superficie des parcours était estimée à peu près 5000 hectares. Mais depuis, cette superficie a diminué en raison du développement des cultures, telles que la culture des olives, la culture des céréales, l'arboriculture et la culture maraîchère. Mais également en raison de l'urbanisation, de l'aménagement du territoire, des aléas climatiques de plus en plus fréquents,
et de l'abandon des zones de parcours depuis l'arrêt des transhumances, d'où les parcours de steppe est devenu fragilisé. En effet, avant, le berger partait avec son troupeau durant 3 mois vers les steppes, de la fin de l'hiver jusqu'à la fin du mois d'avril. Mais aujourd'hui, le nombre de bergers a diminué en raison de sa scolarisation et en raison aussi du revenu bas. Ceci et on le remarque essentiellement dans la région centrale de la Tunisie, mais il persiste plus ou moins encore dans le sud de la Tunisie. Pourtant, la taille des cheptels a tendance à augmenter, ce qui fait que on va avoir une forte sollicitation des parcours existants et un recours à des compléments. Ces compléments, on va les chercher dans le foin, la paille, les graines d'orge, les sous-produits de l'agriculture, le son de blé. Donc tout ça va coûter de l'argent et donc le coût de production des viandes va augmenter. Il y a Hamzaoui, donc elle parle vraiment d'une forte sollicitation des parcours existants. C'est un peu ce dont vous parliez tout à l'heure, notamment avec cet article. Ce qui est très étonnant, c'est qu'elle parle de 5000 hectares pâturés encore en Tunisie. C'est strictement rien. Je ne sais pas si elle se trompe pas, parce que 5000 hectares, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus personne, ça veut dire. Ouais. Après, ce que les Tunisiens rencontrent, c'est ce qu'on connaît depuis longtemps, hein, avec une industrialisation de l'agriculture, avec des coûts qui augmentent, avec des prix qui baissent. Peut-être que nous, on commence à se rendre compte qu'en, ce que je disais, en étant autonome, en gérant les parcours comme il faut, correctement, on arrive de nouveau à retrouver des revenus. Et c'est ce qui fera que les bergers, peut-être ici comme ailleurs, que les troupeaux transhumants ou que les systèmes pastoraux se redéveloppent, c'est qu'on arrivera à gagner notre vie avec. Et là, on a l'impression quand même que la tendance est en train de s'inverser, puisque à partir du moment où on arrive à produire pour pas trop cher, on arrive à gagner et à vendre correctement, puisque la demande est grandissante, on arrive à gagner sa vie. Donc moi, je suis pas... Enfin, c'est triste, c'est qu'elle parle vraiment de déprise agricole, mais j'ai l'impression que là, il y a une tendance qui s'inverse un peu chez nous, en tout cas. Espérons que ça suive aussi. On va dans l'autre sens. Oui, peut-être. Enfin, peut-être pas encore, on n'a pas inversé la vapeur, mais en tout cas, les choses vont dans un sens plutôt positif. Moi, en tout cas, j'ai envie d'y croire pour continuer à se battre. Là, Il y a la question de la valorisation de l'animal. Enfin, pour le lait, évidemment, et de l'animal dans son ensemble, on a envie de dire. Emmanuel Pérodin, vous qui êtes cuisinier, est-ce que ce n'est pas là votre rôle un petit peu? Comment on peut faire pour aider à la valorisation de l'animal dans son entièreté? Déjà le cuisiner, ça c'est une première chose. Le recuisiner à nouveau, parce que et solliciter le. Donc la brousse, on a bien compris qu'elle ne se cuisinait pas. Si, elle peut se cuisiner, mais en fait c'est un peu dommage c'est un peu dommage de la cuisiner. Je trouve qu'on passe un peu à côté de ce qu'elle est finalement, et du coup que juste. Je vais faire un petit peu de... Il y a une excellente recette dans ce livre qui s'appelle La brousse du Rove, l'appel des collines, aux éditions de l'Épure, écrit par Mayenne Zubidaga, qui est une omelette à la brousse. C'est une omelette sur laquelle on dépose de la brousse fraîche dessus, à la toute fin, et c'est juste parfait. Voilà. Et puis ici, on a l'habitude de la manger aussi avec du sucre brun et du rhum, ou un alcool fort. Et ça aussi, c'est bien. Mais sinon, en fait, le rôle de cuisinier, bien souvent, c'est un reportage très intéressant autour de Bernard Loiseau l'avait bien montré, en fait. Le rôle de cuisinier, c'est aussi de générer de la demande, en fait, et de favoriser, finalement, de nouveaux chemins d'échange, de dialoguer, finalement, avec les producteurs, les fournisseurs, pour pouvoir, justement, améliorer, diversifier les offres. Donc la meilleure façon de valoriser la viande, c'est de la cuisiner en tout cas, et d'en avoir le besoin, et donc de ne pas forcément aller chercher à des centaines de kilomètres, mais de se retourner vers les élevages qui sont aux alentours. Existants. Mm. Vous, en l'occurrence, François Borel, comment faire un saut vers davantage de valorisation?
bon, alors le lait, on le valorise correctement, ça c'est pas un problème. Après, comment il faut, c'est rigolo parce que souvent les gens n'ont pas conscience que pour faire du lait, il faut d'abord avoir des naissances. Alors il existe quelques procédés industriels qui permettent de faire du lait sur plusieurs années. Avec les roves, c'est complètement impossible parce que de toute façon, naturellement, au bout de 7-8 mois, elles se tarissent naturellement puisqu'elles ont une période hivernale où elles ne font pas de lait. D'ailleurs, la période de non-production de brousse du rove AOP qui est commune à tous les producteurs, c'est le mois de décembre. Le mois de décembre, on n'en trouve pas. Là, on est au mois de janvier, début février, et nous, on n'a pas repris encore. Donc, c'est la période de pause aussi pour nous, pas que pour les chèvres. Elles sont gestantes. Et donc, ces chevreaux, c'était un produit qui était très prisé, très consommé il y a encore une 50aine d'années en Provence, de moins en moins maintenant, puisque le marché, la filière complète a été complètement verrouillée par l'industrie de la viande. C'est de bon nombre de chevreaux partent pour le marché italien, où là, il y a encore une consommation traditionnelle. Ce sont des chevaux élevés bien souvent au lait en poudre et avec quelques renforts d'antibiotiques ou de trucs sympathiques. En Italie, de ce genre. En Italie. Ça part pour le marché italien, mais pour le marché italien, c'était élevé en France, dans des centres d'engraissement. Bon, pourquoi pas, tant que ça... Mais bon, là, maintenant... la demande pour ce type de produit qui est élevé comme ça de façon industrielle, ça faiblit un peu ce que je disais tout à l'heure. Donc là, nous en tout cas, on élève nos chevreaux sous la mer et puis après on essaie avec des collègues, amis, restaurateurs de transformer ça, enfin d'en proposer à nos clients soit de manière transformée, soit en viande brute, mais... on en parlait aussi, il faut essayer de réapprendre aussi, c'est une viande que les gens ont oublié un peu, qu'ils ne savent plus cuisiner. Oui. Donc il faut aussi leur réapprendre comment est-ce que ça se cuisine. Le chevreau, c'est une viande plutôt sèche. Donc redonner des recettes, redonner des astuces. Voilà, expliquer un peu tout ça. Réintroduire. Emmanuel? Oui, cuire doucement en fait. Cuire doucement, à l'étouffer, comme on le fait ailleurs d'ailleurs. Ce patrimoine culinaire, parce que ça fait partie, autant la brousse que le chevreau, si on apprend à le recuisiner, ce patrimoine culinaire, il est méditerranéen, il est important à préserver évidemment. Est-ce que cette conversation autour de l'animal, elle participe à la valorisation, elle participe à la préservation? Quels sont les points qui sont vraiment importants pour vous de dire aujourd'hui? Alors, évidemment, à chaque fois qu'on parle un peu de nos pratiques et qu'on explique comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on transforme et l'éthique dans laquelle on fait ça et les valeurs qu'on essaye de véhiculer, de partager, c'est toujours positif de parler de nous, d'essayer d'expliquer tout ça parce que les gens ont besoin. Après, c'est souvent à nous qu'on revient un peu cette responsabilité-là. Et nous, on est déjà producteurs, c'est déjà 80 heures par semaine. Donc, trouver le temps encore de communiquer là-dessus, c'est pas forcément évident. Et on n'est pas forcément habitué à ça. Et puis, en plus, il faut arriver à trouver le temps de le faire. Après, alors, si je reviens à ce produit-là spécifique brousse du rove, on a quelques chiffres. En gros, sur Marseille, on estime à peu près 1 million de brousses consommées chaque année. Nous, les 7 producteurs, alors bientôt 9, puisqu'on a deux nouveaux qui s'installent et qui nous rejoignent, on produit entre 250 000 et 300 000 brousses. Donc le reste, c'est tout de la contrefaçon. Ça a toujours été. Les brousses donc on est Marseille, dans 60-70% contrefaçon, alors du coup ? À Marseille, ça a toujours été un produit comme ça, très prisé, et souvent imité, et fait quelquefois de manière artisanale, de manière un peu amatrice dans les cuisines, quelquefois avec du lait en brique et du lait de vache souvent. Enfin, quand c'est produit contrefaçon, c'est comme ça. Donc l'idée, c'est qu'on développe l'offre, puisque malgré ça, on n'est pas capable de fournir la demande. Donc il y a un potentiel et des capacités, des possibilités d'installation énormes. On a beaucoup de jeunes conformes. La plupart de ces jeunes-là qui sont formés chez nous ou dans d'autres fermes, qui se forment correctement, n'ont pas d'accès au foncier parce que les prix sont absolument délirants. Bien évidemment, dans les Bouches-du-Rhône, il y a des villes et villages un peu de partout. Mais souvent, ils partent s'installer quand ils le peuvent dans des régions autres, beaucoup moins chères.
Donc nous, notre idée, c'est vraiment d'arriver à lutter un peu contre la déprise agricole, contre l'artificialisation des terres, et convaincre un peu, à travers un label de qualité, c'était ça l'idée, enfin c'était ça un peu le but, convaincre des décideurs publics ou privés qu'il était important et que ça valait la peine, hein, à travers, en les valorisant un peu peut-être avec un produit gastronomique, en tout cas réputé gastronomique, d'installer du monde. Alors bien souvent, on n'a pas de grosses difficultés à trouver des parcours boisés pour faire manger, enfin... Quelquefois, ça coince avec soit la société de chasse locale ou soit l'ONF qui n'a toujours pas compris que souvent que l'élevage, ça peut être bénéfique à la forêt et non l'inverse. Et qu'il peut y avoir une vraie cohabitation. Qu'il peut y avoir un intérêt. Mais la plus grosse difficulté, c'est de faire comprendre aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'informations à faire passer et cette émission-là y participe. Qu'un berger, c'est pas un vieil hippie qui vit sous une tente sans eau et sans électricité. Pour faire des fromages, il y a des normes, il faut une bergerie avec une viabilisation, il faut un permis de construire, il faut un terrain dans lequel on puisse avoir ce permis de construire. Et donc ça, même les communes n'ont pas conscience de ça souvent. Ils voient un troupeau avec son berger, mais ils ne se rendent pas compte derrière de l'infrastructure qu'il faut. Ce sont de véritables petites entreprises, toutes petites, mais de véritables petites entreprises. Donc ça, on rame un peu pour arriver à... Mais bon, on y arrive petit à petit. Mais il faut le réexpliquer, c'est curieux, hein, parce que tout le monde sait que pour faire des fromages, il y a des normes. Ouais, et pas n'importe quel fromage. Je voudrais juste qu'on fasse un tout petit point sur le fromage, vous en avez parlé. La brousse du Rhône ne peut pas se conserver, donc c'est vraiment à un moment donné dans l'année, même un peu long. Mais 8 jours, on la consomme 8 jours après la fabrication. Voilà, 8 jours après. Mais on ne va pas pouvoir le conserver, ou en tout cas l'exporter, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de très local, et c'est ce qui fait aussi sa saveur. Je vous propose d'aller au Liban, découvrir un fromage qui s'appelle le Jamid, avec le chef cuisinier Karim Haïdar. On va parler conservation et préservation du coup d'un savoir-faire et d'un patrimoine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un fromage bien particulier de nos régions, le Jamid. De là où je viens, nous consommons beaucoup de lait et de produits laitiers. Il s'agit essentiellement de lait de chèvre et de brebis. Nous en faisons des yaourts. Le yaourt, nous le consommons comme un produit salé, en accompagnement de plats. Nous préparons aussi un caillé qui est notre fromage phare. Il s'appelle la labneh. Ce caillé, tout le monde le mange au petit déjeuner et parfois, pour le goûter des enfants, on l'étale sur un pain que l'on roule et il est mangé comme un petit sandwich qu'on appelle arous. Pourquoi arous? Parce que arous, c'est la mariée. Et comme le fromage est blanc, il rappelle la robe de la mariée. Ça, c'est notre fromage le plus frais, celui qu'on mange immédiatement. Mais comme la production de lait n'est pas la même tout le long de l'année, il faut, au printemps et l'été, lorsque la production est importante et le lait bien riche, produire des fromages qui vont nous durer l'hiver, là où nous avons besoin d'énergie. C'est à ce moment-là qu'on se retrouve à faire sécher le lait, le faire fermenter et sécher, de manière à obtenir des fromages qui vont avoir une longue durée. Dans la plaine de la Bekaa, c'est le keshek, qui est réduit en poudre et ensuite réhydraté comme dans une soupe. Mais le fromage dont je voulais vous parler, le Jamid, lui, vient de la Jordanie. Il vient de la ville de Karak. Et là-bas, en fait, dans cette région qui était une région à l'origine de Bédouins, en fait, pour pouvoir transporter le lait, le seul moyen était de véritablement le réduire. Et pour le réduire, on en faisait d'abord un caillé, classiquement, et puis ensuite on le faisait sécher au soleil, ou alors à l'ombre. Lorsqu'il est séché au soleil, c'est du Jamid qui est jaune, et lorsqu'il est séché à l'ombre, il est blanc. Et ce Jamid, ça devient comme une petite pierre, mais une vraie pierre, très dure. Pour la casser, au moment de la consommer, il faut la casser à coups de marteau, et la mettre dans de l'eau pour la réhydrater. Ensuite, elle est utilisée pour cuisiner le plat le plus important de la cuisine jordanienne, le mansaf. Elle est utilisée en réalité pour cuisiner de l'agneau et elle est consommée à côté. Ce fromage est assez incroyable. Il nous raconte comment on peut en fait faire voyager dans le temps le produit qu'est le lait. Et c'est cette partie qui est très intéressante, ce voyage dans le temps, qui à l'origine était nécessaire pour pouvoir préserver ce produit. Mais aujourd'hui, où nous n'avons plus besoin de le préserver de la même manière, nous continuons à fabriquer du Jamid, tout simplement parce que c'est un autre produit
C'est un produit transformé qu'on trouve même meilleur que le produit d'origine. Qu'est-ce que ça vous évoque, François Borel? C'est de partout à travers le monde, le seul et unique but du fromage, de la fabrication fromagère, c'est de conserver du lait plus d'un jour. Donc maintenant, on en fait, ça est bien évidemment donné des spécificités gastronomiques, organoleptiques, enfin, on peut appeler ça comme on veut, mais de toute façon, c'était simplement technique, arriver à pouvoir conserver ce lait, parce que les bêtes, elles produisent tous les jours, donc si on n'arrive pas à boire tous les jours le lait liquide, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Donc il faut conserver. Et ça a permis, ça me fait penser à quelques rencontres. La Brousse du Rhône est protégée par Slow Food depuis maintenant. C'est un produit sentinelle du goût de Slow Food depuis, je ne sais plus, 16 ou 17 ans, plus de 15 ans. Et donc on avait à Terra Madre, au Salon du Goût. Donc Slow Food, on rappelle en deux mots, c'est un mouvement international qui permet justement, à l'inverse du fast-food, de préserver et la production et le temps de la production et de l'élevage et des produits. Qui est né en Italie et donc on s'y retrouve une année pour un salon qui s'appelle Cheese et puis après il y a le Salon du Goût en alternance, un coup l'un, un coup l'autre, dans le Piémont. Et donc on rencontre... En règle générale, les premières années, enfin en tout cas, il y avait entre 4 et 5 000 producteurs du monde entier qui étaient réunis là. Et on retrouve, c'était toujours la même histoire autour du fromage, c'était comment conserver du lait plus d'un jour. Et quelquefois, on trouve des similitudes à l'autre bout de la planète avec ce qu'on fait nous, alors qu'il n'y avait pas forcément de moyens de communication, mais c'est que de manière empirique, on avait trouvé un peu les mêmes solutions, quoi. Emmanuel Perrodin. Vous êtes... Qu'est-ce que ça vous évoque également? Bon, ça m'évoque plein de fromages autour de la Méditerranée. Enfin, il y a cette tradition qu'on retrouve également en Algérie, qu'on retrouve également au Maroc, qui vont accompagner, on en parlait déjà une fois précédente, qui vont accompagner la semoule lors des cheminements. On va retrouver avec des fromages notamment comme le jben, bien séché et bien pressé. Et évidemment, en fait, c'est toujours cette idée aussi de cette diversité fromagère malgré tout autour de la Méditerranée. Je voudrais me permettre juste de réagir sur le rôle du berger aussi. Quelque chose qui, moi, qui m'avait semblé important aussi, c'était cette idée de sacré laïque, à vrai dire, autour du berger. C'est pas rien, en fait, ce métier-là, d'exploitant, enfin de paysan, mais attaché, en tout cas, attaché aux bêtes. Parce que c'est la maîtrise également à la fois de la vie, et c'est la maîtrise de la mort. C'est-à-dire qu'on donne à la fois la vie et on l'accompagne jusqu'à l'abattoir, jusqu'au sacrifice, pour donner la vie autrement, pour nourrir autrement, et qu'on s'occupe de ces bêtes entre deux et qu'on continue de générer de la vie autour de ça. Et c'est à la fois extrêmement simple, mais c'est en même temps, en fait, ça a été bien identifié comme étant quelque chose d'extrêmement... alors, on va pas commencer à ouvrir tout un historique en fait des religions méditerranéennes, mais elles ont toutes fait du berger en fait un personnage central de différents moments en fait de la religion. Enfin, je pense aux chrétiens notamment dans cette histoire de la nativité, il n'y a pas d'âne et de bœuf au moment de la naissance de Jésus. Ce sont des bergers qui viennent avec des moutons. L'âne et le bœuf, c'est une création du Moyen-Âge. Le rôle des bergers également dans la tradition musulmane est extrêmement important. Elle est encore plus importante dans la religion juive parce qu'elle va permettre en fait c'est Israël Winkelstein qui montre bien ça dans les origines de la détestation du cochon. C'est qu'en fait, le fait d'accompagner justement, enfin, le rôle des caprins, que ce soit des moutons ou des chèvres, en fait, est un vrai marqueur d'identité. C'est-à-dire qu'on suivait une tradition nomade par opposition aux sédentaires, l'eau sauvage par rapport à la ville, finalement. Les sédentaires accompagnaient le cochon, les nomades accompagnaient les caprins. Et puis il y a aussi autre chose, hein, de façon plus locale, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, il y a une vraie tradition, c'est vraiment pas une particularité provençale, peut-être un peu plus jusqu'à l'Occitanie effectivement, autour du monde des bergers, c'est qu'on leur prête plein de vertus ici. On dit d'eux qu'ils savaient parler au vent et aux orages, je vais pas le dire en provençal, mais tempestaire, me semble-t-il, qu'ils savaient faire justement taire tout ceci, et qu'il y avait une sorte de langage secret un peu codé, en fait, tout ça pour dire en fait qu'il y a cette part
cette part d'imaginaire qui est essentielle en fait. C'est-à-dire que, évidemment, élever, c'est technique, c'est beaucoup d'attention et d'amour, mais c'est aussi beaucoup de symboles. Et que la chose qui permet aussi de finalement réinvestir un produit, même de la part d'un cuisinier, c'est de lui donner de la valeur symbolique. Si jamais un produit n'a pas de valeur symbolique particulière, il pourrait être aussi bien fabriqué par l'agro-industrie, en fait. Il y a cette part du vivant qui est difficilement décelable et préhensible, en fait, est vraiment extrêmement importante. L'habitus, comme dirait Bourdieu. Les chèvres ont les cornes du diable aussi. Hein. Les chèvres, les bien souvent, le bouc, il est souvent représenté comme un animal diabolique. Mais c'est ça. C'est vrai qu'elles sont pas... Juste une petite histoire, là. Juste une petite histoire. Parce que parmi les raisons qui font que la chèvre a mauvaise réputation, elles sont nombreuses. Aussi bien que bonnes, hein, parce qu'elle est aussi nourricière. C'est qu'on dit que l'homme a créé la femme et la femme et l'homme à partir de... Dieu a créé l'homme et la femme à partir d'argile, et c'est Satan qui a créé la chèvre à partir d'argile, et puis toujours en Provence aussi, c'était l'animal des femmes traditionnellement. Et du coup, il y a aussi cette façon de mise à distance parfois aussi de cette mauvaise réputation, le pur, l'impur, comme ce que je pouvais raconter au tout début, les choses qui sont un peu... Les frontières ne sont jamais clairement marquées. Et ça, c'est une vraie particularité aussi, et du nomadisme, et du pastoralisme, et de la Méditerranée. Merci beaucoup à vous deux. Merci. François Borel. Merci. Emmanuel Perrodin. Merci de nous avoir suivis. Les lundis d'après se poursuivront, évidemment. Les lundis d'après Mezzé, avec un nouveau cuisinier, un nouvel entretien, une nouvelle découverte et une nouvelle rencontre, début mars, le 8 mars prochain. D'ici là, celle du 7 décembre dernier est toujours évidemment consultable. Vous pouvez la regarder sur la chaîne YouTube quand vous le souhaitez. Nous vous donnons rendez-vous donc très bientôt.